Alors bonjour et bienvenue à ce cours numéro 10, leçon en ligne dans le cadre du cours GL Franc 4544 3.00, Ombre des Lumières et Romantisme Noir. Donc aujourd'hui, nous allons traiter essentiellement du roman de Mary W. Shelley, Frankenstein. Voici donc le plan, les 3 points. Premièrement, Mary W. Shelley et Frankenstein. Frankenstein est-ce un roman gothique, oui ou non? Ça vous aidera à répondre à une des questions de votre analyse numéro 3. Et comme 3e point, Frankenstein vu comme mythe de création et de transgression. Alors, évidemment, les liens entre Mary W. Shelley et Boris Karloff, donc l'acteur qui interprétait Frankenstein dans le film de James Whale en 1931, qui a popularisé la figure, sont nombreux, hein, non pas qu'il y ait une ressemblance physique entre les deux, mais évidemment, il y a plusieurs parallèles à faire entre la vie de Mary Shelley, marquée par l'exclusion sociale, le tragique et l'isolement, et celle du monstre créé par Victor Frankenstein. Alors, voilà, comme premier point, je vous renvoie à la présentation de l'œuvre que vous avez dans l'édition que vous avez consultée aux pages 210 à 219 et je vais vous apporter quelques éléments complémentaires afin donc de vous aider à suivre donc ces liens entre la vie de Mary Godwin et son œuvre. Donc Mary Godwin, née en 1797, décédée en 1851, probablement d'une tumeur au cerveau, et ça c'est important, est la fille de William Godwin et de Mary Wollstonecraft. Pourquoi c'est important en fait, c'est que probablement un couple tout à fait atypique comme parents. Premièrement, Godwin était plutôt rationaliste et froid, un écrivain prolifique qui écrit par exemple, L'Inquiry Concerning Political Justice and its Influence on Modern Morals and Manners en 1793. Aussi, quelqu'un d'assez froid, calculateur, sans émotion, centré sur ses propres écrits et sur sa maison de publication. Donc tout à fait différent de la mère de Mary Godwin, Mary Wollstonecraft, et cette ambivalence envers le père, donc envers William Godwin, va influencer beaucoup les interprétations, la difficulté d'interpréter en fait Frankenstein, le roman qu'elle a écrit. Donc Mary Wollstonecraft, d'autre part, tout à fait à l'opposé de son mari, exubérante, féminisme, très engagée socialement, épouse la cause de la Révolution française, une théoricienne ardente de la cause des femmes. Par exemple, elle a écrit A Vindication of the Rights of Women en 1792, qui est un des premiers écrits féministes du monde occidental. Femme au tempérament volcanique, qui a une passion à convaincre les autres, mais même à les invectiver, à les insulter. D'après les contemporains, femme à la sexualité exubérante aussi, donc tout à fait différente de la froideur calculatrice de son mari, assez réservé. Donc très très étrange que ce couple se soit formé. Et évidemment, Mary Godwin va donc incarner en fait ce paradoxe de deux personnalités très très éloignées. Et aussi, évidemment, on ne peut passer sous silence le fait que Mary Wollstonecraft va mourir à la suite de la naissance de Mary 11 jours après l'accouchement d'une fièvre puerpérale, c'est-à-dire d'une infection. Donc évidemment, cette enfance de Mary va être marquée par le manque, la perte de la mère, sentiment de culpabilité aussi, la naissance a causé la mort de la mère, et aussi le fait qu'elle va être un peu abandonnée par son père qui va sombrer dans la tristesse et qui va en fait la laisser à peu près seule à elle-même. Évidemment, ce lien entre la mort et l'amour, donc Eros et Thanatos, encore une fois, va être très très fort dans la vie de Mary. Et c'est par exemple en 1814, dans le cimetière en fait
sur la tombe de sa propre mère que Mary Godwin va avouer sa flamme envers le poète Percy Bysshe Shelley. Donc, c'est assez curieux, en fait, qu'on se déclare notre amour sur une tombe, en fait, c'est assez étrange. Et donc, va déclarer cette flamme au poète subversif qui était Shelley, qui, détail qui n'est pas anodin, était marié et avait un enfant, donc depuis 1811 avec Harriet Westbrook. Voilà. Non seulement ils vont se déclarer leur amour, mais ils vont fuir en France. Donc, et ce sera le premier contact de Mary Godwin. Elle a à ce moment-là 17 ans et Shelley a 22 ans avec les Alpes françaises et suisses. Donc, première exposition à cette sensibilité gothique et au sublime de la montagne que l'on a détaillé lorsqu'on a parlé, entre autres, de Anne Radcliffe. Donc, qu'est-ce qui va suivre? En 1815, le couple a un enfant et mort de la première fille qui est née prématurée à 7 mois, donc et étonnamment morte à 10-11 jours après la naissance, tout comme la mère de Mary Godwin. Donc évidemment, vous imaginez le sentiment de détresse, donc sentiment de culpabilité parce que la mère est morte, sentiment de culpabilité parce qu'on n'est pas capable de donner naissance nous-mêmes. Et à la suite de la mort de cette première fille prématurée, donc Mary va faire un rêve en fait qu'elle va raconter dans l'introduction à la 3e édition de Frankenstein, un rêve qu'elle ramène le cadavre de sa fille à la vie. Donc évidemment, première manifestation de cette possibilité utopique de redonner la vie à un mort en fait. Ensuite, donc en 1816, naissance de leur premier fils, William. William qui aura un destin tragique, on va voir dans quelques instants, et fuite en Suisse à ce moment-là. Et ils vont s'établir tout près d'une résidence, la Villa Diodati, qui abritait au même moment Lord Byron, autre poète subversif anglais qui avait dû fuir l'Angleterre à cause de ses propos déplacés, selon la morale de l'époque, en compagnie de John William Polidori, un médecin extravagant aussi, qui, soit dit en passant, va être le premier à publier un ouvrage intitulé Le Vampire en 1819, qui va inclure cette figure comme avatar du Gothic villain dans la littérature, figure qui va être reprise et reprise et reprise tout au cours du 19e siècle et qui va culminer avec le Dracula de Bram Stoker à la fin du 19e siècle. Voilà, donc il y a des rencontres à la Villa Diodati entre Byron, Polidori, Shelley et Mary. Et comme par hasard, on reçoit à un moment donné un certain Matthew Gregory Lewis qui va participer à ces discussions, à ces histoires morbides. Donc on lit des histoires de fantômes, on discute sur le magnétisme animal. Vous vous rappelez, on avait parlé de cette théorie de espèce de fluide qui circule à l'intérieur des êtres humains. On discute aussi des découvertes récentes sur l'électricité. Donc tout ça va nourrir évidemment la jeune Mary Godwin pour la rédaction de son premier roman. Et à un moment donné, tout ce beau monde se retrouve et se disent, bon, nous allons tous écrire une histoire de fantôme. Donc on commence certains brouillons, plusieurs ne le finiront pas. Lord Byron, par exemple, ne terminera pas le début de son histoire, qui va être reprise par Polidori, qui va reprendre le brouillon de Byron pour écrire le vampire, en quelque sorte. Et pour Shelley, ben c'est là qu'elle va commencer à rédiger Frankenstein. Toujours la même année, mariage avec Percy Shelley. Pourquoi? Parce que sa femme Harriet Westbrook se suicide de façon assez tragique. Donc se trouve veuf, peut se marier avec Mary. Et ici, détail non anodin, Mary va délaisser le nom de son père, Godwin, pour insérer le nom de sa mère.
et celui de son époux, donc Mary Wollstonecraft Shelley, et elle va signer ensuite comme auteur tous ses ouvrages Mary W. Shelley. Donc l'effacement du père, la récupération du nom de la mère, quand même assez significatif ici. Voilà. Ensuite, 1818, autre catastrophe, mort de sa seconde fille, Clara, encore une fois en bas âge. Ensuite, Frankenstein va être publié à peu près au même moment, en 1818, anonyme, non signé, et avec une préface rédigée par son mari Percy Shelley, assez étrange. On n'a jamais compris pourquoi le mari avait rédigé la préface en la faisant passer comme si c'était la préface de l'auteur de l'ouvrage. Percy Shelley, soit dit en passant, va avoir une influence déterminante sur les événements qui se produisent dans le roman Frankenstein. Ils vont en suggérer quelques-uns à Mary, mais c'est vraiment elle qui va écrire l'ensemble de l'ouvrage. Le nom Frankenstein, si vous voulez avoir une idée de l'origine du nom, je vous renvoie à l'édition que vous avez consultée à la page 216. Il y a une petite note de bas de page qui indique justement cette origine du nom. Et comme par hasard, je vous cite, le nom Frankenstein aurait été inspiré de deux héros de nouvelle gothique de Matthew Gregor Lewis, Frankheim et Falkenstein. Donc vous allez trouver ça à la page 216, la note de bas de page numéro 1. Donc influence déterminante déjà du gothique anglais et de la veine frénétique que représentait Matthew Gregory Lewis. On pense aussi que le nom Frankenstein pourrait avoir été suggéré, mais c'est pas prouvé à 100% par évidemment le nom du célèbre homme de science américain Benjamin Franklin. Donc Frankenstein, Franklin, qui était connu entre autres à la fin du 18e siècle pour ses travaux dans la découverte de l'électricité. On sait que l'électricité, même si ce n'est pas écrit explicitement dans Frankenstein, aurait vraisemblablement été à la source de ce qui aurait généré la vie à ces pièces de cadavres assemblées par le savant Victor Frankenstein. Comme si ce n'était pas assez, en 1819, mort de William, le premier enfant du couple Shelley et Mary Wollstonecraft. Mort de William à 3 ans et naissance d'un autre fils appelé Percy Florence Shelley. Pourquoi Florence? Parce que il est né alors que le couple séjournait à Florence en Italie et ce sera le seul enfant survivant du couple auquel va s'attacher évidemment Mary à la suite des autres événements tragiques qui vont lui arriver. En 1822, la mort de son mari, Percy Shelley, par noyade à 30 ans, très très jeune, alors que le couple vivait quand même un amour assez fort. Et après la mort de son mari, évidemment, Mary va placer désormais sa vie sous le signe de la souffrance et de la solitude. Et l'écriture va devenir pour elle une thérapie pour canaliser cette douleur qui semble s'abattre sur sa vie. Ça dit en passant, elle aura une carrière prolifique qui va s'étendre bien au-delà du roman Frankenstein. Donc, elle va écrire plusieurs biographies d'écrivains célèbres, d'autres ouvrages de fiction, jusqu'à sa mort. Mais évidemment, la postérité va reconnaître surtout l'originalité et la force de son roman Frankenstein. Deuxième édition de Frankenstein, publiée en 1823, cette fois signée Mary Wollstonecraft Shelley. Deuxième édition publiée par le père de Mary Shelley, donc ayant vu le succès qui a été généré par la première édition anonyme, il s'est dit pourquoi pas publier une deuxième édition où l'auteur va être révélé, plus pour la gloire que pour l'argent, parce qu'évidemment les droits d'auteur n'existaient pas à ce moment-là, mais quand même. Et il y aura une troisième édition de Frankenstein en 1831, donc bien au-delà de la publication initiale. En fait, dans cette troisième édition, il y aura une introduction de Mary Shelley elle-même qui va raconter un peu les circonstances qui l'ont amenée
à l'écriture de ce roman important. Et on peut voir un extrait de cette édition à la page 215 de votre édition, donc un extrait que je vous cite. Donc c'est au milieu, au premier tiers de la page. Donc Mary écrit dans cette introduction: « Je vis le pâle adepte d'art sacrilège agenouillé auprès de la créature qu'il avait formée. » Elle raconte un rêve qui aurait donné naissance à l'écriture de Frankenstein. Donc, je vis étendu l'apparence hideuse d'un homme donner des signes de vie à la mise en marche d'une puissante machine et remué d'un mouvement malaisé à demi vital. Spectacle nécessairement effrayant, l'effort de l'homme pour imiter le stupéfiant mécanisme du créateur de l'univers ne pouvait qu'engendrer un effroi suprême. Sa propre réussite terrifiait l'artisan. Il fuyait précipitamment, frappé d'horreur, son œuvre affreuse. Évidemment, on voit toute la séquence de la naissance du monstre créé par Victor Frankenstein. Donc cela dit, Mary a eu une carrière littéraire prolifique, et en fait, la littérature tout ce qu'elle va écrire va contribuer à faire glisser tout vers le tragique et la destruction. Et ce lien entre Mary Shelley et la littérature, c'est un peu, on peut le rapprocher au lien entre le monstre créé par Victor Frankenstein et la littérature. En fait, le monstre devient véritablement ce qu'elle est. Il découvre sa véritable personnalité grâce à sa relation privilégiée avec la littérature. Vous vous rappelez donc ces livres qu'il dérobe d'une malle qui avait été laissée près de la maison de la famille des de Lassé. Voilà, il y a un parallèle aussi à faire entre l'exclusion sociale de Mary Shelley, qui va toujours demeurer un peu en marge de la société à cause de son caractère contestataire et de ses liens familiaux, et l'exclusion sociale auquel est soumise le monstre. Donc je vous mets ici sur la diapo deux frontispices qui vont accompagner la 3e édition de Frankenstein publiée en 1831, celui de gauche, évidemment la naissance du monstre, et celui de droite, évidemment, le moment où Victor doit partir, il ne le dit pas, mais pour en fait fuir le monstre et essayer de lui créer en fait une compagne. Évidemment, l'influence des thèmes romantiques sont prépondérantes dans le roman, et vous allez avoir tout ce contexte socio-historique et contexte littéraire dans l'édition que vous avez consultée aux pages 219 à 231, et puis aux pages 232 à 257. Je n'entrerai pas dans les détails. C'est une matière de lecture pour l'examen final, mais vous allez voir que ça peut vous donner aussi une idée afin de compléter votre partie A du dossier pédagogique, de votre travail final. Donc un peu une idée comment c'est agencé. En fait, le coup de génie du roman de Mary Shelley intitulé Frankenstein, c'est avoir réussi à mettre en discours dans un texte un concept un peu fou, même pour l'époque et même pour aujourd'hui, l'assemblage en fait de toute pièce d'un être humain sans l'apport de toute sexualité évidemment, à la faveur d'une forme narrative aussi simple que géométriquement parfaite. Donc vous vous rappelez le tableau que je vous avais présenté, que vous pouvez consulter pour votre analyse numéro 3, de ces 3 récits enchâssés. Premièrement de Robert Walton, l'explorateur qui tente de découvrir un passage à travers les glaces du pôle Nord. Celui ensuite de Victor Frankenstein, et ensuite au centre celui du monstre. Évidemment, et tout c'est toute l'adresse en fait de ces récits enchâssés font en sorte que ça crée un problème de véracité, de crédibilité pour le lecteur. Quelqu'un qui raconte, qui a entendu, qui raconte, évidemment, le souci de véracité s'estompe. Alors j'aimerais peut-être, afin de vous aider à répondre à l'une des questions de votre analyse numéro 3, parler un peu de ce point. Alors Frankenstein, c'est bien, mais est-ce vraiment un roman gothique? Alors vous allez voir que ça fait pas l'unanimité de la part des critiques.
Il y en a certains qui, comme Maurice Lévy, le grand spécialiste du roman gothique anglais, va dire non, ce n'est pas un roman gothique. Il va donner une définition restrictive du roman gothique. Il va dire bon qu'on doit premièrement retrouver une architecture médiévale, ce n'est pas le cas dans Frankenstein. Il doit avoir la présence de l'au-delà, donc on ne mentionne pas vraiment Dieu dans le où il n'y a pas présence de l'Église ou de moines ou de prêtres dans ça. Et ensuite, ça prend une atmosphère d'angoisse et de mystère. Évidemment, là, on pourrait débattre. Je crois que l'angoisse et le mystère sont quand même présents dans Frankenstein, mais on va voir comment ça s'articule pour la suite. Alors, Lévy va dire ceci, et je cite son célèbre ouvrage, le roman gothique anglais. Rien ne paraît nous autoriser à qualifier de gothique, sinon en faisant intervenir le jeu de trop lointaines analogies, un roman où ne seraient pas réunies, embryonnairement au moins, ces trois caractéristiques essentielles. En fait, il y a plusieurs autres auteurs qui vont reprendre cette posture-là en disant Frankenstein, roman gothique, difficile, même s'il y a des liens évidents, même si Mary Wollstonecraft Shelley a été influencée par Lewis. Il y a quand même une influence, oui, certes, du romantisme anglais. Par exemple, les poètes Blake, Wordsworth et Coleridge vont être cités par Victor Frankenstein dans le roman. Donc oui, héritier en quelque sorte du roman gothique anglais, mais pas tout à fait. Et on va proposer plutôt une certaine rupture avec le genre... le sous-genre en fait du roman gothique anglais. Et c'est la position également que partage avec Lévy les éditeurs de l'édition que vous avez consultée, Annie Corona-Ouellette et Alain Vézina. Donc je vous renvoie à la page 237. Donc 237, et je vous cite un passage important. Alors, c'est écrit ceci, deuxième paragraphe, mais Frankenstein, le roman de Shelley, donc n'obéit pas tout à fait aux lois du roman gothique. Même s'il peut s'en réclamer par les nombreuses lectures faites par son auteur, il s'en démarque à un point tel que l'on peut parler de rupture avec le genre gothique. Donc. Car la science nouvelle se superpose à l'ancienne superstition chez Mary Shelley. Son fantôme, entre guillemets, ne relève pas du surnaturel. Par conséquent, ce spectre assassin, preuve tangible de l'existence des morts vivants, terrifie d'une toute autre façon qu'un simple revenant, presque ridicule en comparaison, qui entrait les lieux oubliés des hommes. Or, le lecteur de Frankenstein ne peut même pas s'offrir le loisir de voir en ce monstre immonde l'incarnation du mal, car il est philosophe par conviction et meurtrier par nécessité. Sa méchanceté n'étant pas proprement naturelle, la vision manichéenne si chère au Gothic novel s'estompe ici du même coup. Mais la preuve que les personnages s'inscrivent tout de même dans cette filiation réside dans le fait que Victor surnomme son fils In Labo, momie, vampire ou fantôme échappé du tombeau, et qu'il va même jusqu'à le qualifier à plusieurs reprises de démon. Fin de la citation. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le terme démon revient à plus de 50 reprises dans le roman, dans la bouche de Victor, pour qualifier le nom de sa créature. Alors, ce qu'ils disent en fait, Annie Corona-Ouellette et Alain Vézina dans ça, c'est que, dans le fond, comme la science nouvelle se superpose à la superstition ou au surnaturel, le monstre de Frankenstein ne relève tout simplement pas du surnaturel et donc se démarquerait de la caractéristique propre au roman gothique. Donc, on peut même pas parler de selon eux de surnaturel expliqué ou inexpliqué dans la mesure où ce n'est pas vraiment surnaturel car la science nouvelle permet de croire à la possibilité d'une telle création. En fait, le monstre n'est pas vraiment l'incarnation du mal, ne serait pas vraiment un véritable gothic villain, mais plutôt une victime. Le monstre, en fait, est un philosophe et il devient meurtrier uniquement par nécessité. Donc la méchanceté du monstre de Frankenstein ne serait pas naturelle, mais induite par la société des hommes qui l'a rejeté. Mais quand même, on peut se poser la question, on le qualifie de façon assez répétée, comme je vous disais, de démon. Alors est-ce que ça pourrait pas donc faire pencher vers le roman gothique? Reste à voir. Autre critique qui partage cet avis de Maurice Lévy, c'est Max Dupéré,
qui dit en fait, bon, il n'y a pas vraiment de surnaturel dans Frankenstein, hein, c'est une interprétation matérialiste de la vie, c'est-à-dire qu'on peut donner la vie à la matière, et en fait, ça donne à penser que donc Frankenstein penche peut-être un peu plus vers la science-fiction que la catégorisation, hein, fantastique, étrange, merveilleux. En tout cas, donc, penche plus vers la science-fiction que le fantastique pur. Et si on avait à le rapprocher d'une des catégorisations de Todorov, ce serait probablement plus vers le fantastique étrange. Hein. Dans le roman, je ne sais pas si vous avez vu, mais autre passage qui penche vers peut-être une distanciation par rapport au roman gothique, c'est que Victor Frankenstein, hein, se défend de toute parenté avec justement le surnaturel. Je vous ramène au chapitre 3, donc à la page 42 de votre édition, aux lignes 1010 à 1019, hein, au haut de la page, je vous cite. En m'élevant, mon père avait pris la plus grande précaution, c'est Victor, hein, qui écrit, en m'élevant, mon père avait pris les plus grandes précautions pour qu'on ne remplît pas mon esprit d'horreur surnaturelle. Je ne me souviens pas d'avoir jamais frissonné au récit d'un conte superstitieux ou d'avoir eu peur de l'apparition d'un fantôme. L'obscurité ne faisait aucun effet sur mon imagination. Un cimetière n'était pour moi que le réceptacle des corps privés de vie qui, après avoir été le siège de la beauté et de la force, était devenu la pâture des vers. Je me mis à examiner la cause et les progrès de cette décomposition, et je fus forcé de passer des jours et des nuits au milieu des tombeaux et dans des charniers. Donc, évidemment, ce passage tend à faire, en fait, à approcher le roman plus, hein, du réalisme que du fantastique. Oui, on utilise certaines conventions du gothique pour mieux les dénoncer au profit d'une apologie de la vie domestique simple basée sur l'amour, par exemple, de la famille. Mais en fait, cette ambivalence au point de vue de la morale, hein, fait en sorte que il s'agit de cette la véritable terreur du roman réside dans cette ambivalence morale-là. Il n'y a pas vraiment de pacte avec le diable, par exemple, comme dans les autres ouvrages classiques du roman gothique. Ce qui fait en sorte qu'on pourrait dire, bon, on s'éloigne un peu. Par contre, d'autres critiques, dont Alain Morvan, qui a écrit, qui a proposé une traduction éditée dans l'édition de la Pléiade, collection de la Pléiade, édition Gallimard, qui est une édition très très reconnue, qui lui va au contraire non seulement dire que oui, Frankenstein fait partie du roman gothique, et non seulement ça, c'est probablement le roman le plus gothique qui existe. Alors comment il va s'y prendre? Il va donc déconstruire les trois catégories proposées par Lévy et CEO. Donc premièrement, il va dire, bon, il n'y a peut-être pas d'architecture médiévale au premier abord, mais il y a tout de même des vestiges, hein, de châteaux sur les bords du Rhin lorsque Victor s'enfuit en Écosse pour créer la compagne du monstre. Hein. Il y a une description assez explicite de ces châteaux en ruine sur le bord du Rhin. Et d'autre part, il dit le laboratoire, hein, de Victor, dans lequel il va créer le monstre, c'est un avatar saisissant du château gothique traditionnel avec une verticalité effrayante, hein, ce qu'a bien reproduit par exemple James Whale dans son film en 1931, où il représente ce laboratoire, hein, dans une espèce de château d'essence médiévale et gothique. Et ça va être repris évidemment de façon sur un mode parodique par Mel Brooks dans sa version de 1973, je crois, de Young Frankenstein. Et si vous avez la chance de voir ça, c'est très drôle. Évidemment, donc le château en ruine, qui est sur le bord donc du Rhin, peut être vu comme une espèce d'élément en marge, hein, du roman, mais ce laboratoire est vraiment plus apte à nous amener vers le roman gothique. Évidemment, le roman est un peu plus laïque que chrétien. Il n'y a pas d'invocation du diable, où l'Église est beaucoup moins présente que dans certains autres romans gothiques, mais l'acte de Victor Frankenstein, c'est-à-dire de prendre la place de Dieu pour créer la vie, hein, est en quelque sorte une métaphore du péché et une faute contre l'ordre des choses. Donc évidemment, ça viendrait dire que le défi
prométhéen de Victor devient un défi à la transcendance divine et en quelque sorte on aurait par ricochet présence de l'au-delà et je vous rappelle encore une fois le nombre d'occurrences du terme démon que Victor emploie pour qualifier sa créature pourrait donc tendre vers cette interprétation-là. Évidemment, tous les décors inquiétants excusez-moi, je vous mets une petite citation évidemment qui reprend ce deuxième point. Donc, suprêmement effroyable, je vous cite ici Mary Shelley dans son introduction à la 3e édition de Frankenstein. Elle va écrire donc suprêmement effroyable serait le résultat de toute tentative humaine visant à singer le mécanisme stupéfiant mis en œuvre par le créateur du monde. Donc évidemment, vous avez cette présence de l'au-delà implicite qui est surgie. Évidemment, tout le décor donc inquiétant peut correspondre au troisième point, l'atmosphère typique du roman terrifiant, c'est-à-dire donc je vous mentionne encore une fois les passages qui ont trait au sublime, c'est-à-dire les montagnes, le Grand Nord, les îles Orcades désertes, donc l'endroit en Irlande où accoste Victor et où il est accusé du meurtre de son bon ami. Tous ces décors-là sont associés habituellement aussi à une météorologie qui est menaçante. Plusieurs ouragans, plusieurs orages, tonnerres, etc. lorsqu'un événement troublant survient. Cette espèce de brouillage aussi entre le mort et le vivant dans la création même du monstre, la prépondérance de la nuit, de l'obscurité dans plusieurs épisodes, tout ça va faire une atmosphère morbide, un peu funèbre, un peu à la Matthew Gregory Lewis, même si c'est pas aussi une horreur aussi explicitée que dans Le Moine, par exemple. Donc, aussi, évidemment, la présence des rêves prémonitoires. Je vous rappelle ce rêve, encore une fois, après la mort de sa mère. Victor rêve à sa fiancée, Elisabeth, qui est sa cousine, je vous rappelle, et il se l'imagine en train de se transformer en cadavre en putréfaction, représentant sa mère morte. Évidemment, en fait, c'est un rêve qui prédit en quelque sorte que l'amour sera toujours impossible entre les deux et ça prédit en quelque sorte la mort d'Élisabeth. Et ça, c'est très très caractéristique du roman gothique. On l'a vu dans les ouvrages précédents. Évidemment, l'éradication du miracle, aucune intervention divine ici ou du diable, mais évidemment le mal avec un M majuscule vient ici du scientifique. Évidemment, ça contribue à l'atmosphère typique du roman terrifiant, un peu comme on l'avait, mais sur un mode un peu plus parodique dans le roman Poliska. Donc, selon Alain Morvan, toujours, le roman Frankenstein serait le plus gothique et celui qui a le plus contribué surtout à la pérennité du genre, de cette tradition, et à sa capacité de renouvellement. Donc, je vous cite un passage du commentaire de la notice dans l'édition de la Pléiade écrit par Alain Morvan. Frankenstein offre un compendium quasi parfait de ce que sont l'esprit et aussi la lettre de la littérature gothique. En ce sens, ce roman est à la fois un aboutissement et un point de départ, un aboutissement car il réunit en les enrichissant toutes les composantes sécrétées depuis les origines du genre. Et comment ignorer sa dette vis-à-vis de la culture allemande, grande pourvoyeuse de frissons terrifiants et délicieux? Mais Frankenstein est aussi un point de départ car il donne un nouvel élan au roman gothique et, au-delà, à la littérature fantastique ou à ses dérivés. Mary Shelley ne touche ainsi au mythe du savant détraqué que pour le rendre plus terrifiant. La fiction littéraire et cinématographique ne cessera de lui être redevable. Fin de la citation. Donc on voit que la critique est quand même assez ambivalente et tout ça reste une question d'interprétation. Donc dans votre réponse à l'analyse numéro 3, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse, il s'agit d'argumenter d'après donc l'article que je vous ai mis en lien et d'après votre propre lecture. Voilà, donc pour terminer, dernière diapo. J'aimerais parler un peu de Frankenstein, mythe de création et de transgression. Évidemment, dans Frankenstein, encore une fois, on peut voir plusieurs éléments du roman terrifiant
en particulier la présence du sublime ou de l'esthétique de la terreur. Hein. Donc je ne reviens pas sur les détails qu'on a vus amplement chez Radcliffe, par exemple, et dans la leçon en ligne sur la différence entre horreur et terreur. Mais évidemment, elle est très très présente dans Frankenstein, et la fonction est justement de générer cette espèce d'anxiété ontologique. Hein. Donc il y a... Je n'irai pas en détail, mais vous pourrez aller relire hein, tous les passages qui se situent dans les montagnes où se cache le monstre, en particulier le Mont Blanc, les cavernes la caverne où se rencontre pour la première fois après donc la création du monstre Victor et sa créature, la vallée du Rhin avec ses châteaux en ruine sur le bord de précipices, etc. Le Grand Nord hein, où se termine la poursuite de Victor qui essaie de rattraper sa créature, et aussi toute la désolation qui règne sur les îles, dans les îles des Orcades, où Victor se rend pour essayer de créer une compagne au monstre à sa demande. Aussi toutes les perturbations météorologiques, hein, orages. Donc le premier exemple, c'est Victor avant même de créer le monstre, hein, voit un arbre détruit par la foudre. Évidemment, on va inférer l'électricité, le phénomène électrique implicite hein, comme possible générateur de vie. Après ça, après le meurtre du petit William, vous verrez, il y a un orage. Ensuite, la nuit de noces où le monstre va mettre fin au jour d'Élisabeth est annoncée par un ouragan aussi, etc., etc. Donc tout ça participe à l'esthétique du sublime burkien. On l'avait vu il y a au tout début du cours. Évidemment, on peut dire même, on poussait jusqu'à au monstre lui-même, hein, qui mesure 8 pieds de haut, encore une fois, la verticalité hein, qui participe de l'esthétique du sublime, et qui donc est un parallèle à faire avec sa personnalité, hein, qui est colérique et mélancolique à la fois, et aussi ben, tout le phénomène de solitude qui caractérise à la fois la vie de Victor, hein, qui est concentré sur ses recherches, tellement qu'il ne mange pas, ne dort pas, s'isole dans son laboratoire, ne donne plus de nouvelles à sa famille, à sa fiancée. On peut même faire un parallèle avec Walton, l'explorateur, qui s'en va dans le Grand Nord pour essayer de trouver un passage, qui tente désespérément de se trouver un ami, hein, ça revient souvent, jusqu'à l'arrivée de Victor, qui vraiment s'enfonce dans la solitude pour satisfaire son ambition personnelle de découverte. En fait, hein, la vie solitaire des protagonistes, évidemment le monstre qui est très seul, mais la vie solitaire des protagonistes qui font en sorte qu'ils semblent chercher hein, toujours la souffrance. Hein. Voilà. Donc, en fait, on peut voir aussi, d'un autre côté, évidemment, la présence de l'esthétique de l'horreur aussi dans tout le phénomène de création et de destruction. Hein, création du monstre par Victor et destruction donc causée par le monstre lui-même. Donc, peut-être pas en termes aussi explicites que chez Lewis, par exemple, mais c'est ce qui fait en sorte que, par exemple, cette proximité va faire dire à Robert Keeley, the proximity of ruinous and constructive forces at the highest level of experience participerait en fait de l'esthétique de l'horreur et au final en fait cette ambiguïté par rapport à la morale de Frankenstein, donc l'aliénation par la science, va faire en sorte de suggérer que les savants en quelque sorte violent la morale et l'ordre social. Ça rappelle un peu la morale qui sous-tendait Poliska, hein, c'est-à-dire l'excès du savant fou qui ne se préoccupe pas des conséquences hein, de ses expériences. Dernier point, peut-être avant-dernier point que je voudrais amener, le lien entre Frankenstein et le mythe de Prométhée. Hein, vous avez lu ou vous allez lire dans le dossier pédagogique qui accompagne votre édition qu'il y a 2 versions hein, au mythe de Prométhée. Je vous rappelle que le titre complet de l'ouvrage est Frankenstein ou le Prométhée moderne.
Donc, il y a une vision grecque du mythe un peu plus négative, hein, qui identifie Prométhée comme étant celui qui a volé le feu aux dieux, donc le porifore, hein, le voleur de feu. Et ça, ben, à ce moment-là, évidemment, ça va entraîner une culpabilité, une conséquence. Donc, je vous fais part des détails. Vous pourrez aller lire ça, c'est assez célèbre dans la mythologie. Hein. Prométhée va être enchaîné à un rocher et il y a un aigle qui, à chaque jour, va venir un peu manger son foie, comme pénitence. Ben, c'est un peu ce que subit Victor après avoir créé son monstre. Hein. Il est condamné à errer et à subir une certaine violence. Hein. La version latine du mythe, elle, va être beaucoup plus positive. Hein. On va voir en Prométhée le créateur de l'espèce humaine, le plasticateur, celui qui forme l'homme, hein, en fait, donc qui va prendre l'étincelle, le feu, l'étincelle de vie, et qui va en quelque sorte créer l'espèce humaine. En fait, donc, le mythe de Prométhée peut en est d'une part donc à considérer Victor comme un créateur sublime, hein, l'espèce de père d'une nouvelle race, mais à la fois un usurpateur dans l'autre version négative du mythe, hein, de la prérogative divine. En fait, le porteur de feu, ici Victor, il devient en quelque sorte celui qui introduit le désespoir et la mort au sein d'une nature douce et d'une famille unie. Donc encore une fois, ambivalence hein, entre deux versions contradictoires du mythe, qui nous amène à ma conclusion pour aujourd'hui. En fait, faut rappeler que Mary Shelley, hein, l'originalité de sa réinterprétation du mythe de Prométhée, c'est qu'elle va souligner les fautes de Victor. Hein. Donc, elle va transmettre au lecteur le fait que l'égoïsme et l'ambition sacrilège de Victor va faire en sorte qu'il devient irresponsable. Hein? Et même s'il tente tout au long hein, du roman de présenter dans son récit toutes les atrocités qui lui arrivent, il tente de présenter les meurtres de la créature, les meurtres perpétrés par la créature comme une fatalité en fait du destin qui s'acharne sur lui, il y a quand même un message ici qui est envoyé par Mary Shelley, c'est que c'est l'ambition sacrilège, hein, le fait que le créateur a abandonné sa créature, qui fait en sorte que donc au début le lecteur peut être ému par le récit de Victor, mais petit à petit lorsque la créature, le monstre, prend la parole, en fait, témoigne de son récit, c'est un peu plus sur le monstre et sur le monstre vu comme enfant abandonné par son père, hein, que va s'apitoyer le lecteur. Et c'est la créature et non le savant, finalement, qui apparaît comme le martyr de la science. En fait, Victor a créé le monstre pour sa seule gloire à lui, sans se préoccuper du destin ensuite de ces créatures, c'est ce qu'elle lui reproche par la suite. Donc on peut faire un parallèle avec Mary Shelley. J'avais oublié de vous mettre la citation tout simplement tantôt. Là, The fire stolen was also the fire of life animating the man of clay. Bon, ça rappelle le paradoxe du mythe de Prométhée. Donc, Mary Shelley, on peut lui dire, on peut reprendre en quelque sorte cette exclamation hein, du Christ sur la croix qui dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En fait, ici j'ai mis un « E » entre parenthèses. C'est un peu comme si Mary Shelley, peut-être, hein, avait dit à son père « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» dans le roman Frankenstein, dans la mesure où, je vous rappelle que sa mère étant morte 10 jours après sa naissance, Mary Shelley a été en quelque sorte abandonnée hein, par son père qui était beaucoup plus préoccupé par ses propres écrits hein, et il a fait vivre sa fille dans la tristesse et dans le culte de sa mère morte. Hein. Et bon, je ne veux pas aller trop dans les détails familiaux, mais son père s'est remarié ensuite avec une autre femme, donc la belle-mère de Mary, avec laquelle elle ne s'entendait pas. Ils ont eu un enfant qui s'appelle William. Et comme par hasard, dans le roman, le premier meurtre de la créature, c'est le petit William, frère de Victor Frankenstein. Il y a probablement un lien à faire là. Donc, en fait, on a interprété souvent le roman comme, en fait, étant, de la part de Mary Shelley, une mise en cause hein, des fantasmes masculins de domination. Donc, un roman, en quelque sorte, féministe, comme l'était la mère de Mary, Mary Wollstonecraft.
En fait, dans la mesure où ce sont des hommes hein, qui se prétendent les maîtres du monde par le pouvoir et le savoir qu'ils détiennent, mais en fait, qu'est-ce qu'ils sont? Comme à peu près dans tous les romans qu'on a vus jusqu'à maintenant, les hommes ne se révèlent au final qu'être esclaves de leur passion, hein, passion qui leur font oublier toute humanité. Ici, dans le cas de Victor et de Walton, c'est assez évident, ils sont complètement euh, obnubilés, obsédés par leur passion de découverte scientifique. Et en fait, l'autre versant à cela, c'est que ça illustre en fait les dangers de la science, un peu comme Révérony Saint-Cyr l'avait proposé dans Polysca, les dangers de la découverte scientifique sans se soucier des conséquences. Et ce que ça amène aussi, c'est que en fait, Mary Shelley tente probablement de suggérer que, en fait, en suivant le philosophe français Rousseau, hein, dont on a parlé un peu jusqu'à maintenant, et vous allez avoir quelques détails là-dessus dans le dossier pédagogique qui accompagne votre édition, mais Rousseau avait dit l'homme est naturellement bon et c'est la société qui le corrompt. Donc, c'est un peu ce qu'elle veut dire. En fait, le nouveau-né, le monstre, est né naturellement bon et il le serait probablement resté s'il avait bénéficié des soins et de l'amour, premièrement de son père, de son créateur et des êtres humains, s'il n'avait pas été abandonné. Donc, au final, le monstre ne serait donc pas tant la créature créée par Victor, mais Victor lui-même, hein, l'inhumain créateur qui a abandonné son enfant. Donc c'est une interprétation qui se tient. J'ai mis un point d'interrogation entre crochets parce que évidemment on peut contester cela et c'est la nature du forum que je vous ai proposé cette semaine, la question que je vous ai posée. Est-ce que le monstre est une victime ou au contraire un manipulateur? Donc ça reste à interprétation et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, encore une fois. Hein. Et finalement, ben, ce qui est assez extraordinaire, malgré le fait qu'on puisse rapprocher Frankenstein du roman gothique, qu'on puisse l'éloigner, qu'on puisse en faire un roman de science-fiction ou non, ça se résume à la toute fin à une morale, et cette morale rejoint hein, la morale qui sous-tend la plupart des romans terrifiants comme on l'a vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'il est essentiel à l'être humain de sublimer ses passions pour pouvoir vivre en harmonie, hein, en famille et en société. Voilà, donc c'est ce qui met fin à ma présentation. J'espère que ça pourra vous aider à compléter votre analyse numéro 3. Et je vous rappelle pour le prochain cours, s'il vous plaît, d'être présent en classe et d'apporter votre exemplaire de Frankenstein ainsi que celui des Nouvelles Fantastiques. Et nous allons donc discuter des travaux qui vous restent à faire d'ici la fin du cours et notamment de l'examen final. Alors je vous souhaite une belle fin de journée et merci pour votre patience et votre attention.